Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Skill to Sell. Pour ceux qui écoutent cet épisode pour la première fois, je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Skill to Sell. On accompagne les dirigeants à passer des caps de croissance. Aujourd'hui, je reçois René Cadouche pour parler d'un sujet d'expertise. Comment préparer juridiquement sa session dans un environnement cross-border. Salut René. Bonjour. Alors écoute, je vais laisser te présenter pour commencer, puis après on va rentrer dans le sujet de la session cross-border. Alors moi je suis avocat à Paris depuis 2003. Je pratique les fusions-acquisitions depuis cette date, particulièrement dans un environnement cross-border. J'ai d'abord pratiqué 10 ans à Paris, ensuite j'ai passé 9 ans en Asie du Sud-Est et je suis revenue à Paris en 2021, début 2022. J'ai intégré en tant qu'associé le cabinet Square, qui est un cabinet full service de droit des affaires. Tu as commencé ta carrière dans où exactement? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière chez Janté en tant qu'avocat, mais avant Cabinet bien d'être connu. avocat, j'étais prof. Donc, j'étais prof à la fac, donc j'ai un profil à l'origine très académique. Donc, j'ai fait mon droit à Aix-en-Provence pendant une dizaine d'années. J'y ai enseigné. Et effectivement, moi, tout dans mes études me destinait vers les fusions-acquisitions, puisque mon sujet d'étude, c'était vraiment au croisement du droit des contrats et du droit des sociétés, chose qui est finalement le cœur des fusions-acquisitions. C'est au carrefour du droit des contrats, puisque c'est d'abord un contrat, mais d'un contrat qui s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui d'une société. Quand est-ce que tu as fait ta première opération de cession internationale et qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, ma première opération internationale, c'était en 2004, à peu près fin 2004. C'était, si ma mémoire est bonne, j'étais côté acheteur. C'était un consortium de fonds de private equity qui rachetait la société Toys R Us aux US. Et Les jouets. donc nous, on représentait les acheteurs et on était en charge des aspects français de l'opération. Et moi, ce qui m'a marqué, bon, évidemment, il y a le contexte de négociation, mais ça, j'allais dire, c'est pas propre au cross-border. Ce qui m'a marqué, c'est cet aspect project management, coordonner les différents pays, etc. Et je me souviens, je voyais ça de loin, j'étais jeune, hein, j'étais loin d'être en front dans ce dossier. Et là, je me disais, mais j'y arriverai jamais. Je pourrais jamais avoir une telle agilité pour faire ça, coordonner différents pays, différents confrères, dans le pays qui était la France, coordonner différents acteurs, etc. Je vais jamais y arriver. Je n'ai pas cette agilité. Puis en fait, j'y arrive très bien. C'est des choses, mais c'est ça que j'ai compris. Ça m'a frappé. On y reviendra peut-être. Ça m'a frappé dès cette première opération. C'est on ne s'improvise pas avocat M&A cross-border. Parce que, ok, c'est une opération comme une autre, hein, c'est une opération juridique d'acquisition, mais il y a cet aspect project management qui fait que si on n'a pas l'habitude, on peut facilement se retrouver débordé. Et du coup, qu'est-ce qui différencie vraiment une session cross-border d'une session classique? Est-ce que en dehors de cet aspect gestion de projet, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu? Alors, évidemment, il faut tenir compte des facteurs culturels. Bon, c'est un lieu commun, mais c'est vrai, pas tant au fond, parce que là, pour le coup, les préoccupations des uns et des autres sont les mêmes partout. En revanche, dans la conduite des négociations, parfois, ils sont pas toujours très. Moi, quand je suis côté vendeur et que j'ai des acheteurs internationaux, ils sont pas toujours très au fait des spécificités juridiques françaises, et notamment quand ils viennent du monde anglo-saxon. Parce qu'en common law, en fait, on peut, enfin, j'exagère un peu, mais dès lors qu'il y a une contrepartie, on peut tout faire. Et donc, ils sont pas très au fait de nos spécificités juridiques. Et moi, connaissant aujourd'hui sur le terrain, suite à mon expérience en Asie, la common law, je leur explique pourquoi ce n'est pas possible de faire ça, etc., etc. Ou je les rattache, même quand ce ne sont pas mes clients, je les rattache à des choses qu'ils connaissent déjà. Et ça fluidifie beaucoup les négociations. Donc, cet aspect culturel dans la conduite des négociations est fondamental. Est-ce que tu peux faire un petit zoom sur ce qu'est la common law pour que des auditeurs qui découvrent ce terme se l'approprient?
Alors, la common law, contraire, en fait, à l'origine, hein, ça remonte à l'époque du droit romain, il y avait un seul droit qui était le droit romain. Suite à l'histoire et aux invasions romaines, ce droit s'est scindé en deux. Common law, c'est les pays anglo-saxons, c'est du droit non écrit qui est fondé sur les décisions de justice et sur ce qu'on appelle le précédent. Et il y a les pays de droit civil, comme la France ou l'Europe continentale, ou ailleurs dans le monde, qui sont des traces de la colonisation. C'est pour ça qu'il y a des pays d'Asie qui sont fondés sur le droit civil, parce que c'est des anciennes colonies françaises ou néerlandaises, et des pays fondés sur la common law, sur le droit anglais, qui sont ben, par exemple Hong Kong, Singapour, la Malaisie, etc., qui sont des anciennes colonies britanniques. Et dans la common law, il y a la common law anglaise, qui est de loin la plus répandue, et la common law américaine. C'est la même philosophie, mais les institutions juridiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Merci pour cette petite parenthèse. Et du coup, comment on éduque justement un acheteur ou un vendeur aux différences culturelles qu'il peut avoir par rapport à la contrepartie qu'il a face à lui? Alors, comme je le disais, les différences culturelles, elles sont importantes plutôt dans la façon d'être, dans le savoir-être, si j'ose dire, que dans le savoir-faire. En d'autres termes, que vous soyez en France, aux US, en Asie ou n'importe où, les préoccupations des parties, ce qu'ils veulent garantir dans le contrat, les enjeux de la négociation sont toujours les mêmes, partout. En revanche, c'est plutôt dans la forme. Et moi, pour avoir pratiqué différentes cultures, hein, depuis que je pratique mon métier, aussi bien anglo-saxonne qu'asiatique, hein, puisque j'ai vécu 9 ans en Asie, en fait, la clé, c'est l'écoute. Il faut écouter. Ça paraît un lieu commun, mais malheureusement, on oublie. Et en fait, moi, j'ai jamais eu de problème dans mes négociations, même quand j'ai débuté en Asie, dû au choc culturel. Jamais. Il suffit un peu d'écouter, de savoir-être, hein, d'être poli dans les Hmm. négociations, etc. D'écouter ce qu'ils veulent. Bon, il n'y a pas de problème. Oui, après, par exemple, quand on travaille avec des Japonais, c'est un peu compliqué parce que la hiérarchie est très très forte au Japon. Donc, ils arrivent aux réunions de négociation, ils sont 20. On pose une question, ça remonte l'échelle de la hiérarchie, puis pour la réponse, ça la redescend. Donc, en fait, ça fait des, euh, des réunions extrêmement longues. Mais quand on a l'habitude de ça, bon, ben voilà, on prend son mal en patience, hein, il faut être patient. Mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup de force. Il y a une clé. Les Américains, c'est l'inverse. Eux, ils sont straightforward, ils disent les choses, ça va vite, faut que ça pulse, etc. Bon, c'est pas de la brutalité, c'est juste leur culture qui est comme ça. Et du coup, est-ce qu'il y a, en fonction du type d'acquéreur qu'on va retrouver, est-ce qu'il y a des comportements différents on va retrouver au niveau juridique? Euh, C'est-à-dire, en fonction, est-ce que c'est un fonds, est-ce que c'est un industriel? Exactement, ouais, c'est ça. Alors, les fonds, généralement, c'est vrai pour les fonds de private equity, c'est vrai pour les fonds de venture. Ils sont très, même les fonds français sont très straightforward. Donc, ça pulse, il faut que ça avance, etc. Quand on a des acheteurs corporate, c'est par nature, c'est plus lent pour des questions qui sont liées à leur organisation interne. Un fonds, c'est des entités petites et agiles, donc ça va vite. Alors que ben, dans un corporate, il y a la hiérarchie, etc. Donc c'est tout de suite plus lent. Mais ça, c'est pas propre encore au cross-border. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, pour, un vendeur français, il a plus de chances de retrouver face à lui quel type d'acteur? Est-ce que c'est plus des Nord-Américains? Est-ce que c'est plus des Européens? Est-ce qu'il y a même une généralité qu'on peut faire ou pas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte absolument, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, c'est la géopolitique. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut plus en faire l'économie. Donc, par la force des choses, depuis quelques années, il y a beaucoup, beaucoup moins d'acteurs chinois. Et russe, j'imagine aussi. Alors, russes, n'en parlons même pas. Mais des acteurs chinois, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Ça remonte au Covid. Je ne sais pas si tu te souviens,
Mais au tout début du Covid, on a modifié la réglementation sur les investissements étrangers en passant à 10% le seuil de contrôle pour les sociétés cotées. D'accord. C'était pour se préserver des acheteurs chinois. Donc, Quand il y en a, c'est quand hein, il y a encore c'est des quand toutes les opérations. c'est quand toutes les sociétés, ont chuté en bourse qu'il y a eu C'est cette ça, décision? c'est ça, D'accord. c'est ça. Et il y a beaucoup, beaucoup moins d'acheteurs chinois sur le marché. Il y a encore des opérations faites par des Chinois, mais on est extrêmement méfiant. Ça, c'est la géopolitique. Pour ce qui est des acteurs Asie et Moyen-Orient, il y a eu un repli, ou alors sur des choses très spécifiques comme l'hôtellerie ou l'immobilier ou, ou des domaines type vignoble, etc. Mais ça reste très Et spécifique. Le gros des acheteurs aujourd'hui, c'est étrangers, ça reste Union européenne et US. Alors US, on pensait, moi la première, qu'il allait avoir une vague d'acquisition US suite à l'élection de Donald Trump, parce qu'on a dit ben ils vont tellement cartonner au niveau du business, au moins ça, etc., que ils vont venir faire leur marché en Europe et en France. Bon, ben, les premières mesures ont douché un peu cet enthousiasme, mais on se rend compte que non, il va pas être temps d'y avoir d'acquisition que ça. quels seraient un peu les 3 grands conseils que tu donnerais à un vendeur qui doit se préparer à céder son entreprise à une entreprise ou un fonds nord-américain, justement? Alors, ils sont pas propres, ces conseils-là sont pas propres à une opération cross-border. C'est, D'accord. c'est, c'est même lié à une opération domestique et même pas, j'allais dire, même pas une opération d'acquisition, c'est toute opération capitalistique en général. C'est le maître mot, c'est anticiper, ayez des coups d'avance, préparez-vous très en amont, regardez, faites un mini audit de votre société et de ses filiales, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui manque, est-ce que la structure juridique du groupe est lisible pour un acheteur ou est-ce qu'elle est compliquée? Si elle est compliquée, il faut la simplifier au maximum, à savoir le schéma idéal, c'est on vend une seule société qui détient des filiales, voire des sous-filiales. Mais en tout cas, dans un monde idéal, il faut vraiment qu'il y ait une seule société de tête de groupe et c'est celle-ci qu'on vend. Si c'est pas le cas, si c'est pas le cas, il faut structurer le groupe en amont. Moi, je l'ai fait une fois en Asie, hein, c'était dans le textile et c'était un groupe de textile dans les maillots de bain qui marchait très très fort et en Asie et ailleurs dans le monde, monté par des Français. Et on s'y était pris très très en amont pour restructurer le groupe parce qu'il y avait une activité wholesale et une activité retail, donc vente en gros, et ils avaient des boutiques en propre. Et on s'était heurté à une grosse complication qui tenait à la réglementation des investissements étrangers en Indonésie. Donc c'était assez compliqué et heureusement on s'y était pris très très en amont avant même de nommer une banque d'affaires pour chercher un acheteur. Pour toi, du coup, c'est quand le bon moment pour commencer à structurer? Idéalement, avant même, dès qu'on commence à envisager de vendre, il faut commencer à faire ce mini audit et commencer à voir ce qui va pas. Là, j'ai été mandatée justement par une société dans la Gen AI qui voulait se vendre l'année dernière et qui a pas pu parce qu'ils s'y étaient pris trop en aval et ils avaient une table de capitalisation trop compliquée. Et donc, ça a freiné les acheteurs. Et donc, j'ai été mandatée justement pour nettoyer la table de capitalisation de sorte qu'ils puissent relancer un process de vente. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde leur dira la même chose. Et même s'ils voulaient continuer la boîte et lever des fonds, c'est pas possible à cause de cette table de capitalisation. Est-ce qu'il y a des clauses ou des documents qui sont plus sensibles quand on est dans un environnement cross-border? Et est-ce que Alors, le droit du travail français fait pas peur aussi à des acquéreurs étrangers? alors, le droit du travail français, c'est un peu la tarte à la crème. On pense que ça terrifie
les acquéreurs étrangers, mais en réalité, pas tant que ça. Quand ils ont envie de faire une opération, c'est pas ça qui les bloque. C'est d'autres éléments qui peuvent les empêcher de faire l'opération. C'est pas le droit du travail. Ils savent, c'est connu que le droit du travail est compliqué en France, qu'il y a des syndicats qui sont puissants, etc. Ça, ils le savent. Mais quand ils veulent faire l'opération, ils la font quand même. Pour moi, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte côté acheteur étranger. C'est d'une part l'activité de la société, à savoir est-ce qu'on est dans le cadre d'une activité sensible au sens de la réglementation ou pas, qui nécessite l'accord préalable du ministère de l'économie. D'accord. C'est quoi les critères justement pour rentrer dans ces... Alors, acquéreur européen, donc Union européenne ou non Union européenne, plus de 50% du capital et des droits de vote, ça génère le contrôle. Encore faut-il évidemment qu'on soit dans une activité réputée sensible au sens du décret. Donc on procède par liste. Donc c'est toutes les activités qui sont liées à la défense, grosso modo tout ce qui est deep tech, AI, cybersécurité, quantique, espace, tout ça c'est dans le champ d'application du décret. Il y a maintenant la tendance, et oui, malheureusement, j'ose le dire, et malheureusement, à étendre de plus en plus le nombre d'activités sensibles. Et parfois, on rattache même les activités qui sont pas sensibles à des activités sensibles. Je pense notamment à Carrefour, qui avait été rattaché à la sécurité alimentaire, et Bruno Le Maire, à l'époque, avait dit à la radio aux Canadiens, Don't even think about it. Je mettrai mon veto. Mais donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Que fait la société? Que fait la société? Est-ce que je suis dans le scope des investissements étrangers? Si c'est le cas, ben pareil, hein, on n'attend pas le dernier moment. L'acheteur doit anticiper, voire prendre des lobbyistes en fonction de la taille de la cible, etc., pour pouvoir avoir au moins un accord sous condition. Donc, première chose. Deuxième chose pour un acheteur étranger, c'est éviter l'écueil dans lequel tombent tous les acquéreurs étrangers. Nous, les premiers, quand on est acquéreur étranger, c'est vouloir diriger la filiale locale depuis le pays de la société mère. Et donc, mettre des gens à eux, etc., etc., des gens qui ne sont pas au fait des spécificités du marché local. Et donc, un vendeur peut négocier une place au board et un droit de veto, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, un droit de veto sur le recrutement de personnes clés. Et pour éviter justement qu'on envoie un expat qui connaît rien en l'espèce à la France, on l'envoie de Chicago ou de Tokyo, il connaît rien à la France, mais c'est quelqu'un de la société mère, et ça risque de compliquer. Donc là, il faut vraiment un droit de veto du vendeur. Moi, je l'ai déjà négocié et obtenu. Est-ce qu'il y a une grande... Tu déroules une checklist pour justement dérouler le processus d'acquisition? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte aussi peut-être qui te permettent de savoir si la session va aller jusqu'au bout ou s'il y a des grands, comment dire, des grands warnings? Alors, d'expérience, les sessions, à partir du moment où on est d'accord sur le prix, c'est rarissime qu'elles aillent pas au bout. Ça peut arriver parce qu'il y a toujours des lignes rouges à ne pas franchir, mais normalement, ça va au bout. Et est-ce que j'ai une checklist? Réponse non, parce que chaque opération est différente. Donc j'écoute et je m'adapte. J'adapte un petit peu je m'adapte en fonction des enjeux, des préoccupations des uns et des autres, et j'essaie de trouver les compromis nécessaires, à condition évidemment que ces lignes rouges ne soient pas franchies. Mais la dernière fois où j'ai failli avoir un deal breaker dans une opération d'acquisition, c'était une opération il y a 1 an. On avait très bien négocié la garantie de passif, et il y avait une petite ligne qui passait inaperçue, pas vu, pas pris. Et si on n'était pas vigilant là-dessus, ben, en fait, tout ce qu'on avait négocié, ça servait à rien.
Donc là, appuyé par le banquier, parce que parfois on n'est pas toujours aligné, mais là en l'occurrence on était vraiment aligné, appuyé par le banquier, j'ai dit au client, j'ai dit là il faut vraiment tenir bon, parce que tout ce qu'on a négocié avant, ça sert plus à rien si on accepte ça. Et on a tenu bon et on a trouvé un compromis nécessaire, mais en tout cas, on a tenu bon sur le principe. Et puis finalement, le deal s'est closé. Moi, les deals que j'ai vus ne pas se faire, c'est jamais sur des éléments juridiques. C'est toujours sur des loups financiers qu'on a trouvés au dernier moment. Est-ce que tu nous as dit qu'il fallait anticiper, que c'était important d'anticiper le plus tôt possible. Pour cette anticipation, quelles sont les parties qu'il faut mettre dans la danse et quels sont les grands points qui sont au-delà de la structuration du capital ou la restructuration du capital qui sont à vraiment anticiper le plus tôt possible? Alors, il y a quelque chose pour moi qu'il faut garder à l'esprit, c'est toujours mettre un avocat le plus en amont possible. Et idéalement, faire rentrer un avocat dès qu'il y a une LOI/term sheet qui commence à circuler pour bien cadrer les futures négociations. Ça, c'est très important. Là, on est dans la négociation, mais dans l'anticipation de la structuration. Avant une LOI, avant une term sheet, avant même une marque d'intérêt, qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler en tant que dirigeant pour structurer sa data room? Alors, déjà, vérifier qu'on a tous les documents. Parce que parfois, j'ai déjà vu des data rooms qui n'étaient pas du tout complètes en termes de documents, très en amont. Il manquait, on n'avait pas fait de registre des mouvements de titres officiels, c'était pas à jour. Donc déjà, s'assurer qu'on est bien carré là-dessus, qu'on a tout. Moi, une fois, alors en l'occurrence, c'était à Singapour, mais ils étaient pas tout à fait carrés sur la création de la société, à savoir qu'ils avaient les statuts, mais les documents qui avaient servi à la, à la génération des statuts, parce que là-bas, c'est pas comme en France en fait. D'abord, on signe des documents et ensuite les statuts sont générés automatiquement par le greffe, en même temps que le CABIS, enfin, que l'équivalent du CABIS. Et là, en l'occurrence, donc on avait les statuts, les articles, on avait l'équivalent du CABIS d'origine, mais on retrouvait pas les documents. Et effectivement, ben, c'était un peu compliqué parce qu'on demande toujours, dans les reps and warranties, on demande toujours de garantir que les actions vendues ont été régulièrement émises. Donc c'était un peu compliqué, d'autant que la société avait quand même une quinzaine d'années d'ancienneté. Il avait changé de ce qu'on appelle compagnie secrétaire, hein, c'est un secrétaire juridique interne. Il avait changé et finalement on a fini par les retrouver. Mais on s'y était pris en amont. Et donc voilà, mettre au carré tout ce qui peut l'être, tout ce qui peut être, et c'est vrai au niveau juridique évidemment, mais c'est vrai aussi au niveau comptable, c'est mettre, régulariser tout ce qui peut l'être. Est-ce que tu penses justement à un deal que tu as fait qui a mal tourné à cause d'un point juridique mal traité? Alors, un deal que j'ai fait moi, non, mais un deal dont j'ai entendu parler par un ami cédant, oui. En l'occurrence, ça s'est passé quand j'étais en Asie. C'est quelqu'un qui a vendu son groupe par tranche. Très beau groupe Ouais. dans le digital. Il l'a vendu et il avait un earn-out. En fait, c'était une acquisition, c'était pas un vrai earn-out, c'était une acquisition par tranche avec une formule de calcul pour le prix, etc. Et le prix, donc il signe un pacte d'actionnaires, puisque dans l'intervalle, il vend 50% d'emblée et puis le reste, il est actionnaire. Donc il signe un pacte d'actionnaires et avec des clauses, ce qu'on appelle bad liver, c'est-à-dire en cas de cessation de ses fonctions opérationnelles, il est racheté à un prix décoté. Il restait DG de la société. Bon, très bien, donc il est content. Et puis en fait, on a oublié de modifier les statuts en prévoyant que le directeur général n'est révocable qu'en cas de juste motif. Donc il était toujours révocable sans motif, comme il était à l'origine, il était seul actionnaire, donc ça importait peu. Et bien, l'acheteur, ben, il l'a révoqué
sous des motifs fantaisistes, il avait le droit de le faire. Et évidemment, il a invoqué la faute grave qui était considérée comme du bad liver pour le racheter à un prix décoté. Alors certes, il était dans son bon droit et certes, il pouvait contester, mais c'était à lui de le faire. C'était à lui de contester qu'on n'était pas dans le bad liver. Donc il fallait qu'il aille en justice pour faire valoir ses droits et ça pouvait prendre des années. Quelque chose qui aurait pu finalement être évité en modifiant les statuts et en disant que le directeur général n'est révocable qu'en cas de juste motif au sens de la jurisprudence. Je comprends. Quels sont les grands aspects culturels qui sont souvent loupés en post-session et au niveau juridique pour toi? Alors, c'est pas tant au niveau juridique que ça impacte, c'est surtout, d'abord, ça c'est vrai, même dans le domestique, c'est la dimension psychologique. Ce n'est pas simple d'avoir créé une société et de se retrouver euh, du jour au lendemain, finalement, dans un groupe, même à la tête d'une filiale, etc. D'ailleurs, il faut l'anticiper en amont, jusqu'à où on est prêt à aller. Est-ce qu'on est prêt à redevenir salarié avec le reporting que ça implique, etc. Ça, c'est un travail que le dirigeant doit faire seul de son côté, hein, même s'il se fait accompagner par des coachs, etc. Mais ça se règle pas au niveau contractuel. Mais pour moi, comment dire, il faut avoir d'emblée, même pendant la négociation, la post-acquisition et ne rien faire, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, ne rien faire qui puisse casser la confiance pendant la négociation. La confiance doit être maintenue pendant la négociation entre les parties, quoi qu'il en coûte. Et moi, je n'hésite pas à dire dans mes négociations, j'ai dit, quand on demande des choses déplaisantes ou on refuse, etc., je dis à mon client, n'hésite pas à dire que c'est moi. Moi, je m'en fiche de passer pour la méchante. Mais j'ai dit, toi, il faut vraiment que même tu peux dire que je suis méchante et que j'exagère, etc. Mais j'ai dit, là, il faut vraiment garder la confiance. Donc, mets-moi tout sur le dos, ça m'est égal. Et au niveau, la différence culturelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le risque que l'acheteur étranger veuille régler les problèmes locaux depuis disons, les US. Ça arrive très souvent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que eBay a échoué lamentablement en Chine, ouvrant la voie à Alibaba, parce qu'il voulait diriger eBay en Chine depuis la baie de San Francisco, au lieu de diriger localement avec des gens du cru, etc. Donc ça, c'est une erreur très très fréquente, hein, je le disais tout à l'heure, c'est de vouloir diriger la filiale rachetée depuis la société mère étrangère, en mettant des gens à eux, etc. Ça, c'est une erreur que commettent souvent les acheteurs étrangers, et donc dont on peut se préserver justement en mettant des droits de veto sur le recrutement de personnes clés. C'est sûr, s'ils veulent imposer un standardiste ou un hôte d'accueil bon, là on s'en fiche un peu, mais pour des postes clés, c'est extrêmement important d'avoir un droit de veto. Et idem d'ailleurs hein, sur un licenciement de personnes clés déjà en poste. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la pratique de la négociation peut-être qui sont différentes en fonction de la culture des différents protagonistes? Alors, moi j'ai pas mal négocié forcément avec des Chinois. Il y a quelque chose, alors ça peut être déroutant, c'est que tant que c'est pas signé avec une partie chinoise, tant c'est pas signé, c'est comme si on n'avait rien fait. Vous pouvez être en agree de forme où vraiment il reste juste des détails à régler et leur prochain markup, ils peuvent revenir en ayant tout changé. Donc tant que c'est pas signé, on on n'a pas On trouvé continue d'accord. d'écrire. Ah oui. Idem avec les acheteurs, enfin les parties asiatiques en général, mais surtout chinoises, c'est que
ils essaient souvent de passer en force. C'est pas, ils envoient un premier projet où il y a, où bon, c'est pas complet, il y a des choses qui ne vont pas. Enfin, c'est le jeu de la négociation. Donc, ben nous, on fait nos modifications, ils reviennent, ils en ont accepté zéro, sauf à la marge. Donc, on sait qu'on va se retrouver au milieu. Mais au lieu d'avancer vite, on part de très loin parce que ils acceptent aucune modification, moins epsilon. Donc, à coup d'epsilon, on arrive à trouver un accord. Donc, c'est Et, excellent. et du coup, en fonction des différentes pratiques du droit, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins verbeux ou qui documentent plus ou moins et comment se méfier de personnes qui documenteraient peut-être pas assez la transaction? Alors, là encore, les pratiques, et tant mieux, tendent à s'uniformiser les pratiques juridiques, à savoir que pendant longtemps, et moi quand j'ai commencé c'était le cas, les anglo-saxons ils écrivaient tout, et nous, pays de droit civil et français en particulier, on écrivait moins parce que ben, la loi est là pour suppléer au silence des parties. Aujourd'hui, ça a tendance à s'atténuer parce que même nous, Français, même quand c'est prévu par la loi, on écrit quand même. Donc c'est le phénomène d'américanisation du droit hein, qui est à l'œuvre, mais ça s'est quand même pas mal uniformisé par rapport à quand j'ai commencé. Les SPA sont bien plus volumineux aujourd'hui que ce qu'ils étaient quand j'ai commencé. Donc c'est la maxime, hein, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et est-ce que quand on rentre dans des négos, est-ce qu'il faut être, enfin, jusqu'à quel niveau il faut être transparent et jusqu'à quel niveau, en fait, la transparence n'est pas comment dire, une façon de révéler des secrets de famille, de fabrication qu'on voudrait pas raconter. Alors pendant la négociation, alors ça dépend à quel stade. Au niveau de la due deal, ben, il faut tout dire. À mon sens, dès qu'on rentre entre la négociation dans le dur, si j'ose dire, à savoir entre la LOI et la signature du SPA, il faut tout dire. Parce que sinon, ben, on part sur des bases fausses. Et sinon, et puis ça a un impact, si on ne dit pas tout, par définition, la garantie qu'on donne, elle n'est pas théorique, elle a un risque Ouais. d'être mise en œuvre. Donc, à mon sens, il faut tout dire. En amont, avant une LOI, ben, il faut dire les grandes lignes, mais effectivement, tant qu'on discute, on ne peut pas tout dire. Parce que bon, je vais pas mentir, un NDA, c'est juste, enfin, c'est comme une bombe atomique, hein, ça sert à dissuader. Ça sert, parce que à partir du moment où le NDA, l'accord de confidentialité est violé, c'est quasi impossible à exécuter parce que c'est comment on prouve d'où vient la fuite? C'est impossible. Mm. Donc, effectivement, tant qu'on est en phase liminaire avant même de signer une LOI, bon, là, il faut en dire suffisamment quand même, hein, mais pas trop. En revanche, où on prend en revanche, à partir du moment où on négocie en dur, là, il faut tout dire. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des opérations. J'étais côté vendeur, on m'interroge. René, est-ce que il y a ça, ça, ça. Est-ce que je dois le dire à nos amis? Je dis, ben, évidemment qu'il faut que tu le dises. Parce qu'il y a une garantie là-dessus. Si tu le dis pas et que ça sort après, on va venir te chercher. Donc oui, tu dis tout. Même si ça te paraît pas important, il vaut mieux le dire. Est-ce que dans les phases de négociation, on prévoit la gouvernance future souvent? Est-ce qu'en fonction de l'acquéreur, il y a des grandes différences de gouvernance et de gouvernance imaginée, que ce soit gouvernance traditionnelle, communication, gestion des ressources humaines? Alors oui, et effectivement, il y a quelque chose, ça dépend beaucoup déjà s'il y a un earn-out. Il faut être extrêmement vigilant quand on est côté vendeur sur la gouvernance quand il y a un earn-out. Parce que ça peut être un moyen de donner du levier à l'acheteur sur la détermination future de l'earn-out.
Je m'explique. C'est pas moi qui ai traité ce dossier, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Parce que j'ouvre une, j'apprends de ça c'est un métier comme le mien qui est un métier d'expertise. On apprend de ses expériences, mais on apprend aussi de l'expérience des autres et des histoires qu'on nous raconte. Et donc c'est quelqu'un que je connais qui m'a raconté une histoire. C'est un acheteur qui a été vendu à un grand groupe. Il négociait, donc il y avait un earn-out, il négociait donc il avait obtenu une place au board et effectivement il avait besoin de l'accord de l'acheteur, hein, devenu société mère, pour aller à l'étranger. Et il savait que si la boîte allait à l'étranger, il allait exploser son earn-out, évidemment il allait franchir son earn-out. Et ben la société mère a refusé l'expansion à l'étranger pour cette raison même, parce que pour pas lui payer plus son earn-out. Et du coup, en dehors de La ces gouvernance, ça peut avoir un impact sur l'earn-out, il faut être très, très, très vigilant. Mais d'un autre côté, c'est compliqué de refuser un droit de veto à l'actionnaire unique. C'est compliqué. et en fonction de la nationalité de l'acquéreur, il y a des différences culturelles auxquelles il faut penser au moment de la négociation ou pas? Non, pas spécialement, c'est un peu pareil partout. Ils demandent toujours, bah oui, des droits de veto, et nous, on peut en négocier aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement. Pour éviter, justement, d'avoir ce choc culturel de vouloir diriger la société française depuis l'étranger. En préparant cette interview, tu me parlais de l'intelligence artificielle et de son impact sur les métiers du juridique. Toi, aujourd'hui, dans ton métier de tous les jours, comment tu vois l'intelligence artificielle intervenir et transformer votre métier? Alors, moi, à titre personnel, j'utilise l'AI plusieurs fois par jour dans mon métier. Non pas pour me générer des documents, parce que d'une part, c'est pas au point, et d'autre part, comme c'est pas fait à partir de mes propres précédents, ben, le temps que je vais gagner à me faire générer un document par l'AI, je vais aussitôt le reperdre pour m'approprier le document. Donc ça, je l'utilise pas comme ça. En revanche, je l'utilise beaucoup pour me challenger. Parfois, ben, je relis mon document et j'ai un doute. Ah, mais j'ai l'impression que telle clause, elle se contredit avec celle-là, je suis pas sûre, ou alors c'est moi qui ai pas compris. Ben, j'utilise deux AI à cet effet qui sont généralistes, qui sont ChatGPT d'une part et Claude d'autre part. Donc, en prenant évidemment toutes les précautions nécessaires par rapport à la confidentialité. Donc, j'upload pas les documents, mais je fais juste copier-coller. Et j'ai dit, j'ai l'impression que ces deux clauses se contredisent. Et il me dit oui ou il me dit non. Si c'est oui, il m'explique pourquoi. Si c'est non, bon ben c'est non. Il me dit comment supprimer cette ambiguïté, etc. Donc ça m'augmente, si j'ose dire, de manière qualitative. C'est devenu un lieu commun de dire ah ben on va pas être disrupté par les AI, c'est ceux qui utiliseront pas les AI qui l'utiliseront, qui seront disruptés, pardon. Et ben, c'est devenu un lieu commun. Et moi aussi, je lisais un post sur LinkedIn cette semaine et je m'inscris en faux parce que quand on l'utilise pour déléguer, à force de gagner du temps, en fait, on va carrément sortir de l'équation. Parce que c'est pas un changement de méthode, c'est un changement de paradigme. Euh, il suffit pas de se former à l'AI pour pas être disrupté. En revanche, si on utilise l'AI comme un sparring partner, comme un partenaire, comme un peu ce qu'a fait Gary Kasparov hein, après son échec face à Deep Blue, où il a utilisé l'AI pour devenir bien meilleur, ben c'est un peu ça. Moi, j'essaie de l'utiliser justement pour me challenger. Je te donne un exemple. Je travaille sur une restructuration en ce moment. Alors, c'est pas une opération d'acquisition, mais l'idée est la même. Et ben oui, forcément, j'ai des intuitions, ah, si on faisait comme ça, etc.
Et avant même d'aller regarder les impacts fiscaux, eh ben je me challenge pour savoir si ça fait sens, quels seraient les intérêts, etc. Eh ben je demande à une AI qui est soit Claude, soit ChatGPT de me challenger là-dessus. Et après, j'ai plus qu'à vérifier la faisabilité juridique et demander à quelqu'un de mon équipe de vérifier les impacts fiscaux. De la même manière, donc ça c'est pour les AI généralistes. Pour les AI spécifiques, j'utilise celle d'un grand éditeur juridique parce que là, pour le coup, ça me fait gagner du temps pour faire une recherche. Euh, et de manière, et là pareil, j'anonymise mon contrat, même s'ils garantissent la confidentialité des données, je préfère quand même l'anonymiser. Je l'anonymise et je lui dis, est-ce que tu peux me dire si il y a telle clause, enfin une clause de ce contrat encourt la nullité, etc., etc. Donc ça me fait gagner pas mal de temps aussi. Comment, du coup, on anticipe l'IA et l'impact de l'IA dans les contrats de ses clients? Parce qu'il y a des choses que certains clients perdent en termes de propriété intellectuelle, certaines choses sur lesquelles il y a des responsabilités qui, si des décisions sont prises par de l'IA, sont plus forcément non plus dans le scope de responsabilité de l'entreprise. Comment on peut se prémunir de tout ça dans le cadre justement de l'activité de son client et le protéger au moment d'une garantie actif-passif? Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de sujet AI dans euh, les garanties de passif. Ça va peut-être venir. Mais pour moi, un bon dirigeant doit pas s'en remettre à une AI pour prendre une décision. Non, mais si on développe un logiciel et que ce logiciel utilise de l'IA et qu'en fait derrière il impacte le service qui est produit pour des clients, à un moment ou à un autre, l'IA a un impact, elle, sur le service fourni. Alors, justement, ça, je raisonne par analogie avec moi ce que je fais en tant qu'avocat. C'est ma responsabilité de challenger ce que me dit l'AI, de vérifier, etc. Si je le fais pas et que l'AI me dit une bêtise et que je prends ce qu'elle me dit pour argent comptant, c'est ma propre responsabilité. Donc, moi, j'engagerai ma responsabilité professionnelle parce que j'utilise l'AI ou pas, c'est pas le problème du client. Donc, je suppose que pour un dirigeant d'entreprise, ça doit être la même chose. Avant de conclure, je voudrais qu'on fasse un petit résumé. Donc, quels sont les 3 grands conseils que tu donnes à un entrepreneur qui envisage de faire une session en cross-border? Elles sont pas propres au cross-border, sauf une. Premièrement, anticiper. Prenez-vous-y très en amont. Préparez-vous bien en amont. Deuxième, prenez un conseil le plus en amont possible. Dès que il y a un document préliminaire qui commence à circuler type LOI pour bien cadrer la future négociation. Et troisième chose qui est propre au cross-border, qui est attention aux différences culturelles, ne les sous-estimez pas, parce qu'elles ont leur importance dans la négociation, mais ne les surestimez pas non plus. Donc, les préoccupations des parties, c'est toujours la même chose. Le vendeur, il veut recevoir le meilleur prix, il veut que son earn-out soit le plus automatique possible et il veut que les garanties soient raisonnables. Et inversement, l'acheteur, d'où qu'il vienne, il veut avoir le plus de levier possible sur l'earn-out et payer un prix juste, d'où les garanties qu'il demande. Ça, c'est universel, c'est partout pareil. Donc là, les différences culturelles, oui, il faut y prêter attention dans la conduite de la négociation, mais il ne faut pas non plus leur accorder plus d'importance qu'elles n'en ont en réalité. C'est plus des différences de forme dans la conduite de la négociation que dans le fond de la négociation. Je suis d'accord. Est-ce que toi, il y a un conseil que tu donnes à tes clients pour l'après? Une fois qu'ils ont passé le cap de la vente, de l'accession est réalisée, comment tu peux continuer de les accompagner par des conseils dans l'après
et quand ils restent dans le groupe qui les a acquis? Alors moi, mon rôle normalement se termine une fois que la vente est conclue. Après, je fais le suivi, hein, notamment quand il y a tu sais, la garantie de la garantie. Il y a parfois un séquestre que je dois libérer, etc. au fur et à mesure. Bon, mais d'une manière générale, c'est jamais, c'est rarement ça. Moi, j'ai déjà vu des opérations avec un earn-out se casser la figure quelques mois après le closing. Et inversement, là, j'en ai débouclé une l'année dernière, peut-être, oui, oui, c'était en novembre, donc il y a quelques mois. Enfin, tout le monde était heureux, les garanties n'ont jamais été actionnées, les earn-out ont été payés, etc. Et puis, effectivement, il avait envie de faire autre chose, il est parti. Mais il y a quelque chose à garder en mémoire, et ça, c'est plus du coaching que du droit, c'est mettez votre ego de côté, et, vous revenez salarié, c'est pas grave, vous avez vendu votre boîte. Parce que c'est pas facile, hein. On a été chef d'entreprise pendant X années, puis revenir salarié, etc. Ça arrive très souvent que des opérations se cassent la figure à cause de ça, parce qu'on l'a pas assez anticipé. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser en amont. Et même en se la posant en amont, c'est quand même pas facile. Il faut être en mesure d'y répondre réellement. Ouais. On va passer dans la dernière phase de ce podcast, c'est les petites questions, le petit quiz improbable. Je rappelle la règle, tu as un joker. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Combien par jour? Euh, 4 ou 5 le matin, j'arrête après déjeuner et après je passe au déca. D'accord. Donc tu es un peu au-dessus de la moyenne des interviewés. Je faisais la moyenne ce matin qui est à 3, donc voilà. Aujourd'hui, quel est ton mot préféré, toi, en tant qu'avocate? Anticiper. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme avocat, qui choisirais-tu? Superman. Pourquoi? Parce qu'il a le sens de la justice. D'accord. Pour toi, quelle peut être la chanson qui serait l'hymne des avocats? Oh là là. Euh, ah, je sais pas. Ça, Quel est c'est le... compliqué. Bon, bah, tu peux utiliser ton joker. Ben, Joker. Voilà. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un déjeuner d'affaires? Hmm. Je suis vraiment pas la bonne personne à poser parce que je suis tellement difficile que je mets toujours 1 heure avant de commander. Bon. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Des bonbons. Ah, bon, c'est pas très étrange, mais bon, voilà. Bah si, quand même, parce que c'est un truc d'enfant, ça va pas toujours avec le métier d'avocat Ambiance, d'affaires qui c'est vrai. est quand même un métier presque de banquier. Ouais. René, si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Alors je pense que c'est LinkedIn. D'accord? Sinon, ils peuvent me contacter via le site du cabinet, hein. Il y a mon email qui y figure, donc c'est aussi un bon moyen. Mais LinkedIn, c'est le meilleur moyen, d'autant qu'ils auront une vision plus précise de mon parcours et de mon profil. Super. Et enfin, dernière question, qui est-ce que tu recommanderais pour participer à ce podcast et que je devrais Alors moi, contacter de ta part? j'ai pensé à un de mes amis qui a publié un livre passionnant que j'ai lu d'une traite dans l'avion, qui s'appelle Christophe Holnet, où il raconte son parcours de reconversion. Et le livre s'appelle Le jour où j'ai quitté Bill Gates. C'est non seulement passionnant au fond, mais c'est aussi, bon, c'est vrai que je ne suis pas objective parce que je le connais bien, mais c'est tellement révélateur de la personne qu'il est et de son humilité. C'est quelqu'un qui a une humilité incroyable, qui est toujours ouvert à apprendre en dépit de son immense expérience au plus haut niveau. Et son livre lui ressemble beaucoup. Mais je pense que c'est non seulement un livre intéressant à lire, mais en plus
une belle leçon et une belle leçon d'humilité qu'on devrait faire lire dans beaucoup d'écoles de commerce. Eh ben, écoute, je vais le contacter, puis je vais lire le livre. Eh bien, super. Eh ben super. Merci beaucoup René. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.